Tranche de coupe, saison 5, 30 minutes d'actu, de coups de cœur de notre vie, et de nos sorties, par Guillaume et Max. Bonjour, bonsoir, nous sommes Max. et Guillaume et on est enchantés et heureux de vous retrouver par cette belle journée ensoleillée pour ce 8e épisode de la saison 5 de Tranche de couple. Épisode que nous avons choisi d'intituler en toute simplicité, non pas en toute simplicité, mais la théorie et la pratique. Merci Guillaume et merci à toutes et à tous pour votre écoute. On est vraiment super heureux de voir que vous continuez à être nombreux à nous écouter. Et effectivement, avec ce beau soleil, on est ravis pour une fois d'enregistrer un peu avant les soirées tardives dont on avait eu l'habitude ces dernières mois. C'est une bonne nouvelle si on recommence à pouvoir enregistrer le dimanche après-midi, mais quel bonheur. Exactement. C'était même presque pré-enregistré hier après-midi, mais presque. Bon voilà, comme d'habitude, Trop n'hésitez pas d'ambition dans ce podcast. à partager cet épisode pour nous aider à rester visible et à nous encourager à vous continuer à vous proposer ce podcast régulièrement. Merci Max. Alors, dans la théorie et dans la pratique, on passe d'abord à la théorie du texte qui vient d'être adopté par l'Union européenne pour passer à une pratique de l'IA un peu plus réglementée au sein de l'Union. Exactement. L'Union européenne a adopté la première réglementation de l'intelligence artificielle dans le monde après 36 heures de trilogue. Alors, Guillaume, le trilogue. Petit quiz, c'est quoi déjà le trilogue ? C'est quand tu mets autour de la table le Parlement, le Conseil et la Commission pour discuter d'un texte. Exactement. Et trouver une sortie commune honorable pour l'ensemble des porteurs du texte. Magnifique. Alors, pour l'heure, ce texte se limite à un accord politique, mais il pose les bases pour mieux encadrer le développement de l'intelligence artificielle dans l'Union européenne, en évitant tant que possible les dérives de ces technologies. Alors l'adoption de ce règlement n'a pas été une chose facile puisque les négociations ont traîné en longueur. Alors au départ, c'est une initiative de la Commission et de son commissaire Thierry Breton, que nous connaissons bien puisque c'est le commissaire français, qui est assez vocal et présent dans les médias. Mais le processus de négociation avait été percuté par l'apparition de ChatGPT, on vous en avait déjà parlé, ce système, comme d'autres, qui sont capables de créer des sons et des images, et qui finalement a révélé que l'intelligence artificielle, au travers de ces différents outils, pouvait être extrêmement puissant, mais aussi appeler l'attention sur certaines dérives de ces technologies dites génératives. Alors certains États membres, eux, étaient quand même assez réservés parce qu'ils craignaient qu'une régulation excessive tue la progression de champions nationaux et européens naissants, comme Aleph Alpha en Allemagne ou Mistral AI en France. Alors le texte reprend les principes des réglementations existantes en matière de sécurité des produits qui imposent des contrôles reposant d'abord sur les entreprises. Le cœur du projet se veut une liste de règles au seul système jugé à haut risque dans des domaines sensibles comme l'éducation, le maintien de l'ordre, etc. Mais en fait, les interdictions sont rares et sont relatives aux applications contraires aux valeurs européennes comme les systèmes de surveillance de masse utilisés en Chine ou l'identification biométrique à distance des personnes dans les lieux publics. Et comme je le disais un petit peu plus tôt, alors que Thierry Breton s'est naturellement félicité de cette adoption, les critiques n'ont pas tardé à fuser, en particulier venant du secteur de la tech. La crainte est que cette législation annihile l'innovation et les startups de l'intelligence artificielle. La législation européenne pourra infliger des amendes jusqu'à 7% du chiffre d'affaires avec un plancher de 35 millions d'euros pour les infractions les plus graves. Alors, le AI Act détaille une liste d'applications qui sont interdites parce qu'elles présentent un risque dit inacceptable, tel que les techniques de manipulation, les systèmes d'exploitation des failles de sécurité et les algorithmes de notation sociale. Les députés ont ajouté aux applications interdites les bases de données utilisant ce qu'on appelle le scrapping, donc la récolte depuis Internet en masse d'images faciales. Et les eurodéputés ont aussi obtenu l'interdiction de la reconnaissance des émotions sur le lieu de travail et dans les établissements d'enseignement, avec une réserve pour des raisons de sécurité, visant à reconnaître si par exemple un conducteur s'endort.
Alors la supervision sera opérée au niveau national et européen. Donc la mise en œuvre du nouveau cadre européen et sa supervision reviendront en premier lieu aux États, aux autorités nationales, qui devront être définies par la législation nationale. Mais pour renforcer la convergence des régulateurs européens, un bureau de l'intelligence artificielle sera mis en place au sein de la Commission européenne, un petit peu comme on a pour le règlement GDPR, RGPD, sur les données personnelles. On a une autorité européenne de règlement sur les données, la protection des données personnelles. Un conseil de l'intelligence artificielle sera composé de représentants des États membres et aura pour mission de conseiller la Commission. Il sera assisté d'un forum de représentants de l'industrie. Je le mentionnais au début, cet accord pose les principes politiques et maintenant le travail va se poursuivre au niveau technique pour finaliser les détails de la nouvelle réglementation. Son adoption formelle par le Conseil et le Parlement aura lieu en 2024, l'objectif étant que ce règlement s'applique 2 ans après son entrée en vigueur. Merci Max. Ma foi, c'était fort intéressant. Il faudra voir comment est-ce qu'on passe de la théorie à la pratique entre ces nombreux conseils et forums qui sont créés pour suivre un sujet qui va, ma foi, être assez sensible. Il l'est déjà aujourd'hui, on en a déjà parlé. Qu'est-ce qu'on fait avec l'intelligence artificielle et comment on s'assure que ce soit un outil pour le bien de l'humanité ? Mais assez incontournable aussi, et ça, dans tous les cas... On va difficilement pouvoir faire sans. On ne peut pas l'interdire. Donc, quand on ne peut pas l'interdire, il faut encadrer. Exactement. Merci Max. Alors Guillaume, c'est toi qui nous parles d'un autre sujet qui est plutôt pratique ou Alors on est plutôt dans la pratique puisque théorique. Je vais vous parler de la COP, même si on aimerait que ce soit plus pratique que ça ne l'est à l'issue de cette COP. La COP 28 à Dubaï, COP verte ou, comme le relèvent certaines mauvaises langues, dirons-nous, le club des organisations pétrolières. Réunion au sommet, en tout cas dans une cité plus réputée pour accueillir tout ce que le monde compte d'influenceurs en raison de sa vision très libérale des impôts, que d'être un berceau du militantisme écologique. Alors qu'est-ce qu'une COP, pour rappel, puisqu'on en a déjà parlé? C'est une conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. En gros, tous les pays qui adhèrent à cette convention cadre se rassemblent une fois par an dans un pays pour avancer sur la feuille de route qui a été fixée, faire l'état des lieux des connaissances et surtout poursuivre justement, mettre en place, en œuvre les objectifs. Donc on est vraiment en principe... en théorie, nous sommes dans du pratique. C'est donc au cœur d'un émirat qui a bâti sa fortune sur le pétrole qu'a été accueillie cette COP28, présidée par Sultan Al-Jaber, également président de l'entreprise nationale de pétrole émirati. Autant dire que les points d'interrogation étaient nombreux avant son ouverture et pendant les négociations sur la possibilité réelle d'un échec ou pire, un accord régressif. Peu probable, mais pas complètement à exclure. D'ailleurs, les premiers signaux et le premier texte adopté laissent penser qu'on n'est pas dans la mouise. Lundi, en fin de journée, le texte finalement publié semble guidé par des intérêts des producteurs d'hydrocarbures. Au milieu d'un document sans consistance, les États sont simplement invités à réduire leur consommation et leur production d'énergie fossile, et on était 24 heures avant la clôture de la COP. Autant dire qu'il ne restait plus beaucoup de temps. Mais celles et ceux qui connaissent un peu le fonctionnement de ce genre de réunion, COP ou autres, sauront que derrière ces allers-retours de ces nombreux textes, ces nuits en partie mises en scène de négociations, il y a aussi souvent des rebondissements spectaculaires à la clé. Seule la réduction du charbon, en effet, avait été actée à la COP26, donc il y a 2 ans, à Glasgow. Jamais le pétrole ni le gaz n'avaient été désignés nominativement pendant une COP comme devant être un facteur pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Le Huffington Post rappelle que le texte appelle désormais à transitionner hors des énergies fossiles dans les systèmes énergétiques d'une manière juste, ordonnée et équitable en accélérant l'action dans cette décennie cruciale afin d'atteindre la neutralité carbone en 2050, conformément aux préconisations scientifiques. On y reviendra. Mais en choisissant le terme anglais de « transitioning away », transitionner en dehors de, s'éloigner, abandonner, selon les traductions possibles en français, le texte ne parle plus de phase-out, soit une sortie du pétrole, du gaz et du charbon. Un terme devenu depuis des mois la bannière derrière laquelle se rangeaient plus d'une centaine de pays et des milliers d'ONG. L'appel à accélérer l'action et à utiliser ce terme était notamment porté par l'Union européenne. Cependant, Libération rappelle également que l'utilisation du terme transition n'a
jusqu'à aujourd'hui, pas été porteur d'impact significatif dans les domaines où il a été utilisé, à commencer par la transition écologique, qui pour l'instant est plutôt un brouillon qu'une transition. Le texte adopté appelle par ailleurs à tripler les capacités d'énergie renouvelable et à doubler le rythme d'amélioration de l'efficacité énergétique d'ici 2030, accélérer les technologies zéro carbone et bas carbone, dont le nucléaire. Et là, c'est très important parce que pour la première fois, un groupe de pays a fait valoir sa volonté de poursuivre le développement de l'énergie nucléaire, notamment la France, les États-Unis et bien d'autres. L'hydrogène bas carbone et le balbutiant captage et stockage de carbone, ça c'était sans doute une petite carotte qui a été donnée aux pays qui aujourd'hui pompent des hydrocarbures pour leur permettre d'accepter tout ou partie du reste du texte. L'ancienne présidente du GIEC rappelle cependant que bout à bout, et sous réserve qu'elle soit appliquée correctement, qu'on passe d'une théorie à une pratique réelle, toutes les mesures mèneraient à une baisse de seulement 5% des gaz à effet de serre d'ici 2030, alors qu'il faudrait pour limiter le réchauffement à 2 degrés, au minimum 43%. On est loin du compte. D'autres États, notamment les États insulaires, ont émis de sérieuses réserves quant à la portée du texte et surtout la capacité des États à trouver des solutions pour notamment les réfugiés climatiques qui seront de plus en plus nombreux, et notamment issus de ces États insulaires du Pacifique. Mais pas seulement. Ces 39 États ont d'ailleurs été de façon peu glorieuse exclus de l'adoption du texte final puisqu'ils refusaient de le valider après que le président de la COP ait ouvert la réunion finale sans les attendre. Bah oui, un peu mesquin, dites-moi. Le Figaro confirme qu'il y a donc une réelle déception dans la portée de ce texte pour l'adaptation au changement inéluctable qui nous attend. Mis à part demander aux pays développés davantage d'argent, peu de réelles avancées ou de propositions concrètes. Beaucoup de bruit pour rien, beaucoup de théories, peu de pratiques, en tout cas un texte aux ambitions limitées qui ne permettra pas en l'état actuel de contenir et encore moins de régler le problème du changement climatique à court et moyen terme. Merci Guillaume, et du coup on ne sait pas vraiment si on doit se réjouir ou pas tant que ça. Globalement, quand on lit la presse et les retours, c'est un texte en demi-teinte. On peut se réjouir que l'on commence à parler des énergies du pétrole comme d'un problème, mais derrière ça, on ne peut que regretter du manque d'ambition finale de ce texte. Bon, après c'est souvent plus que le pétrole, hein. C'est les énergies fossiles, donc c'est aussi le charbon, c'est aussi... Tout à fait. Le gaz, l'ensemble des énergies fossiles. C'est un premier pas. Le fait que ça, au bout il a fallu 28 ans, 28 COP, pour arriver à mentionner les énergies fossiles comme étant un levier de lutte contre le changement climatique. Et quand même un autre aspect important de cette réunion de la COP28, c'est la création d'un fonds pertes et dommages dont l'objectif est finalement d'accompagner les pays qui auront des pertes et préjudices liés du fait du changement climatique. Et ça, c'est quand même pas rien, puisque finalement, on a cette décision a été prise dès le premier jour de la conférence. À ce jour, les États se sont engagés à hauteur de 700 millions de dollars, ce qui est un volume important mais ridicule au regard des sommes qui seront nécessaires. Mais c'est un premier pas qui peut être salué également. Alors on voulait aussi revenir brièvement sur deux développements importants dans cette petite rubrique d'actu. La première, c'est il y avait un Conseil européen très important qui s'est tenu en fin de semaine où a été prise un petit peu à la surprise générale la décision d'ouvrir le processus d'adhésion avec l'Ukraine et la Moldavie. Donc les États membres ont suivi la recommandation de la Commission européenne, mais vous le savez, cette décision qui devait être prise par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne, on s'attendait à un blocage complet de la part de Viktor Orban. Il se trouve que Viktor Orban a, semble-t-il, accepté de faire un compromis en sortant de la salle au moment où la décision a été prise, ce qui fait que la décision a été prise à l'unanimité sans blocage. Jamais le aux toilettes. Voilà. Et donc, visiblement, il avait accepté cette proposition qui est venue du chancelier Scholz, allemand. Par contre, il n'a pas marqué son accord à la proposition de voter un fonds de 50 millions d'euros pour soutenir l'Ukraine dans les 5 prochaines années sur la base du budget européen. Et dernier point,
Madame Vestager n'a pas été élue à la tête de la BEI. Voilà, c'est l'espagnol qui a été privilégié grâce à une alliance espagnole et allemande. Et donc, la vice-présidente de la Commission européenne a repris ses fonctions. Il faut dire, je ne sais plus si vous en avez parlé, mais qu'elle n'était plus en odeur de sainteté, y compris auprès de pays de sa majorité politique. De sa propre majorité politique chez Renew, après avoir nommé une américaine à un poste extrêmement sensible au sein de la commission. Finalement, l'américaine en question n'a pas pris le poste, mais ça avait été assez mal vécu, notamment par la France. Voilà. Donc ça, c'était pour les brèves, et on passe maintenant à la rubrique Belgitude, Guillaume. Bah oui, aujourd'hui, une rubrique Belgitude. Alors, on parle un peu de tout. Pour changer, on va vous parler d'Europe et de la Belgique qui va prendre la présidence tournante du Conseil européen pour 6 mois à partir du 1er janvier jusqu'au 30 juin. Elle construit sa présidence avec les 2 autres pays qui l'entourent, l'Espagne, qui est actuellement présidente jusqu'au 31 décembre, et la Hongrie. Présidente à partir de juillet 24. Pas simple, autant dire, quand on a 3 pays aussi différents, enfin surtout 2 pays d'un côté et un de l'autre aussi différents les uns des autres, de trouver des compromis, mais le temps imparti au trio, 1 an et demi, oblige les États participants à y parvenir. Alors quel est l'impact réel d'un pays qui prend la présidence tournante du Conseil européen ? Eh bien, il y a 2 choses. Il y a d'abord ce que le trio de pays a décidé ensemble, les points qu'ils veulent aborder. L'Espagne a déjà fait adopter un certain nombre de points sur lesquels ces 3 pays veulent donc travailler. Il y a notamment la compétitivité mondiale de l'Union européenne, la double transition énergétique et sociale de l'Union européenne soit équitable, et puis renforcer les partenariats internationaux, notamment en matière de déplacement des biens et des personnes. On sent ici que la Hongrie a sans doute beaucoup insisté sur la question des personnes. La Belgique hérite par ailleurs d'une présidente tournante coupée en 2, et donc son propre agenda, puisqu'elle a aussi son propre agenda, ça c'est le 2e pilier d'une présidence tournante, risque d'être un peu réduit, puisque le 25 avril, le Parlement européen ferme ses portes pour la législature en attendant les élections européennes qui auront lieu le 9 juin. Et que par ailleurs, elle a ses propres élections législatives. Et que par ailleurs, le même jour, la Belgique aura ses propres élections nationales. Délai de procédure oblige donc, il faut arracher les derniers accords politiques avant février afin qu'ils soient adoptés à temps. Autant dire qu'en quelques semaines, ça risque de pas être simple. Il faut boucler un maximum de dossiers, au premier rang desquels le pacte sur l'asile et la migration donc, et se méfier des vagues populistes et extrémistes qui se profilent et pourraient, si c'est le cas, durablement impacter le fonctionnement de l'Union. Les 6 ambitions de la Belgique sont défendre l'état de droit, la démocratie et l'unité, coucou Victor, renforcer notre compétitivité, poursuivre une transition écologique juste, protéger les individus et les frontières et promouvoir l'Europe mondiale. Après tout, la Belgique n'est-elle pas reconnue comme étant championne toute catégorie des compromis impossibles ou surréalistes ? Cela dit, la présidence ne durant que 180 le trio de présidence, en réalité, ne durant que 180 jours. Il faudra sans doute mettre le turbo, puisque la dernière fois, c'est plus de 700 jours qu'il a fallu pour trouver le gouvernement belge. Et bam ! De la théorie à la pratique. Exactement. Bon, écoute, merci Guillaume pour ça. Et on passe tout de suite à notre rubrique Vie de couple. Alors, premier sujet, Guillaume, on est en plein, comme tout le monde j'imagine, la finalisation de nos listes, et plus que nos listes, des cadeaux qu'on doit offrir pour Noël. Pas de cadeaux. Je suis le cadeau de Noël quand je vais voir les gens. Non, c'est pas ça. Non, mais c'est une vraie question qu'on se pose un peu tous les gens. C'est très difficile en fait cette question des cadeaux. C'est pas qu'on n'a pas envie d'en faire, d'ailleurs on en fait. Mais comment faire trouver quelque chose qui plaise aux gens ? Est-ce qu'il faut faire... À titre personnel, je suis plutôt en faveur de demander quelque chose dont les gens ont vraiment envie, histoire qu'ils l'utilisent. Voilà. Parce que c'est important de se dire que les gens vont l'utiliser, ils vont se dire « Ah bah tiens, c'était la personne qui me l'a offert, je suis super content parce que c'était ce que je voulais. » Peut-être que c'est plus simple quand ça se passe comme ça... que quand ça vient sur une intuition. Après, c'est pas toujours facile, notamment avec les plus petits, les plus jeunes. Donc après, on a plus de facilité sans doute à trouver des idées pour les plus jeunes qui conviennent forcément. Mais quand on devient adulte, on devient un peu pénible aussi. Ouais, c'est... Offrez à manger, offrez des massages. C'est des trucs qui n'ont pas trop d'impact sur l'environnement et qui font toujours plaisir. C'est vrai, c'est une idée. Tu veux un massage, c'est ça ? Hein ?
Tu veux un massage ? Mais non, mais je l'ai offert. Je peux pas le dire ici, mais C'était un cadeau que tu as déjà offert dans le passé. c'est un cadeau que j'ai déjà offert dans le passé. Exactement. La Ouais, bouffe donc aussi. c'est vrai que c'est pas toujours, resto. simple de trouver qu'est-ce qui fera plaisir. Voilà, c'est... Sachant que forcément, bon, à part quand c'est ton conjoint, où là tu sais à peu près enfin, tu vis avec lui, donc c'est quand même plus facile. Mais quand c'est des gens avec qui tu vis pas, tes frères et sœurs, tes parents, c'est pas toujours Simple. évident de savoir quoi offrir. Et parfois, on pourrait se dire, comme le disait un peu Guillaume en rigolant, que finalement, ce qui nous manque ou ce qui est le plus chouette, c'est de pouvoir passer un peu de temps ensemble, en profitant voilà, de choses simples, un bon chocolat chaud, et que finalement, voilà, quand on a la chance de ne pas avoir de besoins absolument critiques, bon, le reste, c'est du bonus. Donc, donnez-nous, si vous avez voilà, des idées ou des méthodes ou des approches pour vos cadeaux de Noël. On sera content de partager ça avec vous sur les réseaux. Pour vos non-cadeaux de Noël aussi. Pour vos Autant dire qu'on non-cadeaux est de en Noël. plein dans l'esprit de Noël. Magnifique. D'ailleurs, on profite d'un week-end, enfin, un peu moins, voilà quoi, à la maison. Oui, exactement. J'ai mon premier week-end de 2 jours depuis 2 mois, là, je crois. Mais comme on est un petit peu en train de finaliser nos listes, nos courses de Toutes Noël, les activités à faire d'ici à la rentrée. ce n'est pas évident. Jesus. Ça n'est pas évident. On voulait revenir aussi dans notre rubrique Vie de couple sur un sujet qu'on avait abordé la dernière fois que nous avons fait notre épisode. Oui, le jour du pull de Noël. Vous vous souvenez de ce qu'on vous a dit. Au-delà du pull de Noël, c'était une organisation, entre guillemets, c'était une volonté d'organiser une journée de donation caritative, notamment liée aux enfants, destinée aux enfants en Angleterre. Voilà, on va peut-être vous parler de 2 associations. Max a son association, moi j'ai la mienne, mais qu'on a soutenue cette année dans le cadre de ce Christmas Jumper Day, de cette journée du pull de Noël. Et vas-y, Guillaume, raconte. Eh bien, moi j'ai choisi une association belge qu'on avait déjà soutenue dans le passé, qui s'appelle Sunchild. Prendre un enfant par la main, c'est ça leur devise. Donc comment l'association prend-elle un enfant malade par la main ? Eh bien, quand une famille démunie a un enfant gravement malade, elle a besoin de soutien. En Belgique, donc cette association leur apporte une aide financière et morale. Elle accompagne les familles qui sont souvent fragilisées par la maladie grave d'un enfant, c'est assez terrible quand ça arrive, en répondant aussi aux situations d'urgence, en facilitant leur quotidien, en leur apportant du mieux-être. Et c'est d'autant plus difficile quand c'est une famille où il n'y a pas forcément énormément de moyens. L'association répond à des demandes des services sociaux, des hôpitaux, analyse, complète les besoins des familles. Elle assure aussi certains services essentiels au bon déroulement des traitements de l'enfant, par exemple transport vers des lieux de soins par des bénévoles, présence de volontaires à l'hôpital, une aide financière, et propose des activités de mieux-être, activités récréatives, séjours de vacances pour les enfants malades. Et moi, je trouve ça, dans un contexte très dur, très chouette. Merci beaucoup, Guillaume. Et de mon côté, j'ai choisi de soutenir les clowns à l'hôpital, qui est une association, une SBL, comme on dit ici en Belgique, qui fait un peu entrer le monde imaginaire dans la chambre d'hôpital et dans les couloirs des différents services pour apporter un peu de sourire et de rire actif aux enfants. Ça permet de dédramatiser un petit peu le milieu hospitalier, apporter de l'humour, de la fantaisie, du rêve, et offrir un petit peu de distraction aussi aux familles et au personnel soignant. Et voilà, de présenter les choses un petit peu différentes. Et donc, cette ASBL, cette association, a commencé en 1995, en 1995, avec 2 clowns. Et aujourd'hui, il y a 8 comédiens clowns qui proposent chaque année une centaine de visites aux enfants malades touchés par des pathologies sérieuses en région bruxelloise. Et donc, je trouvais ça chouette de pouvoir les aider à continuer leur action. Chouette, merci Max. Voilà, c'est un peu notre état d'esprit aussi à Noël. Pensez à nous, pensez aux autres et pensez à ceux qui sont loin.
Voilà, et on se réjouit d'avoir la chance de pouvoir passer un peu de temps auprès de nos familles Tout à pour fait. les périodes de Noël. On pense aussi beaucoup à ceux qui n'auront pas la chance de pouvoir être en famille ou entourés avec des amis, ou voilà, ceux qui doivent travailler pour assurer un service pour d'autres. Voilà, on pensera bien à vous. Du coup, dans cette petite période de fête, on fera aussi un petit break dans notre diffusion d'épisodes. Et donc, on vous retrouvera le week-end du 16, 17, 18 janvier, Guillaume. Alors, on vous retrouvera, pour être tout à fait précis, le week-end du 14. On vous retrouvera le 14 janvier au soir, en principe, pour un nouvel épisode après une petite pause bienvenue pour nous, pour reposer nos cerveaux et nos corps fatigués. Après, d'ailleurs, vous n'avez pas arrêté de nous entendre râler depuis des semaines sur le rythme qu'on s'inflige. Je pensais d'ailleurs qu'on pouvait vous présenter quelques excuses, parce que en regardant un peu en arrière, on n'a effectivement pas arrêté de se plaindre. Mais on râle beaucoup, mais on est sympa, mais on râle beaucoup, mais on est sympa. Et donc mais on espère que de votre côté, l'automne n'a pas été trop difficile. Et c'est vrai qu'en voyant le ciel bleu aujourd'hui dans le ciel de la Belgique, on se dit que peut-être que le manque de soleil a contribué un petit peu à cet état d'esprit un petit peu... un peu plus bas que la normale, on va dire. C'est ça. Mais on va pouvoir se mettre un peu au soleil, là, je sais pas. Oui. On va sortir les chaises longues. Exactement, c'est parfait. Alors Max, pour terminer ce podcast de la théorie à la pratique, quelque chose de très pratique, une initiative très pratique pour être finalement, on espère, positive à long terme dans l'Amazonie. Exactement. On vous parlait de la COP 28 en début de ce podcast. Et cette initiative, eh bien, elle vise à contribuer à la reforestation dans l'Amazonie. Et c'est un chuteur brésilien, Luigi Cani, c'est-à-dire quelqu'un qui saute des avions en parachute. On appelle ça un shooter. C'est d'ailleurs Luigi Cani, il est détenteur du record du monde pour le saut en parachute le plus court du monde. Et donc cette fois-ci, il a emporté dans une boîte 100 millions de petites graines de 27 espèces d'arbres différents qui sont des espèces natives de la région de l'Amazonie. Et donc, il a sauté au-dessus d'une zone très éloignée et difficile d'accès, d'une zone déforestée au cœur de l'Amazonie. Et lorsqu'il a atteint 6500 pieds, eh bien, c'était à peu près à 300 km/h, il a ouvert la boîte avec les graines et elles se sont dispersées. Et ça avait été calculé pour que ce soit l'altitude la meilleure pour avoir une distribution qui soit à peu près homogène et assez précise sur la zone. Et en fait, les graines qui ont été collectées pour ce projet, eh bien, elles ont une probabilité de germer de 95%. Et elles n'ont pas besoin d'une intervention humaine pour germer. Donc, dans quelques années, on devrait voir les fruits de cette action qui est carrément sans précédent. Il y a des photos qu'on vous mettra sur nos réseaux. Et voilà, on peut vraiment espérer que de ces 100 millions de graines, eh bien, on arrive à avoir peut-être plus de 98 millions 95% d'arbres qui regerment et donc qui grandissent dans cette zone déforestée. Et pour ceux qui se posent la question, bien sûr, la boîte dans laquelle il y avait ces graines était biodégradable, donc pas de souci là-dessus. Ouais, c'est important. Hein. L'histoire ne dit pas comment est-ce qu'il est reparti de cette zone, mais en tout cas, c'est assez impressionnant de voir ces graines s'échapper au fur et à mesure. Et voilà, une belle action en tout cas. Et il faut espérer que la déforestation ne continuera pas dans cette zone cruciale de la Terre. Voilà. On termine sur une bonne nouvelle. Mais oui, c'est déjà la fin de ce 8e épisode de notre saison 5. Alors, je voudrais pas dire, Max, mais l'épisode qu'on va enregistrer en janvier, ça va être un épisode tout à fait particulier. Est-ce que tu sais pourquoi ? Ça sera notre 5 millième plus.
parce que cet épisode-là qu'on va vous mettre en ligne ce soir, c'est notre 99e épisode. Oui, c'est 5000 écoutes, mais 99 épisodes. Et donc en janvier, on fêtera le 100e épisode de Tranche de couple avec vous. Alors on essaiera de faire un épisode un peu festif, on espérera que l'actualité nous y aide un peu. Mais voilà, ce sera le moment pour nous... peut-être pas de faire le bilan, on fera le bilan en fin de saison, mais en tout cas de fêter ce 100e épisode avec toutes celles et tous ceux qui nous écoutent. Merci à vous si vous êtes arrivés jusqu'au bout. N'hésitez pas à aller réécouter également nos épisodes précédents qui sont tout aussi bons et qualitatifs, même si on râle beaucoup, on vous l'a dit, mais c'est aussi parce qu'on a beaucoup de choses à dire et qu'on fait beaucoup de choses. Et on reviendra sur les déboires de Donald Trump, naturellement, dans la deuxième partie de cette saison, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. On n'est pas revenu. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'aller dans le détail, on peut toujours que vous conseiller la série de la chute sur YouTube. Absolument, encore de William Raymond, qui fait un travail extraordinaire en français pour décrypter les différents procès et l'histoire de Donald Trump. C'est tout à fait passionnant. Voilà, comme d'habitude, on vous invite à partager, faire découvrir ce podcast autour de vous. Mettez-nous une note, un commentaire sur vos plateformes d'écoute préférées. Et on vous retrouve donc d'ici un mois. Avec beaucoup de plaisir, au mois de janvier, pour notre 100e épisode. D'ici là, portez-vous bien, gros bisous et à très vite pour de nouvelles tranches d'aventure.